Madame Valérie Rabault du groupe socialiste et apparenté pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour ce deuxième printemps de l'évaluation, nous, députés socialistes et apparentés, avons choisi d'aborder la question de la place et du rôle de l'État au sein des politiques publiques, notamment celles que vous avez mises en œuvre depuis 2 ans. Placer cette question au cœur de notre débat ne relève pas d'une démarche idéologique qui opposerait la sphère de la puissance publique à la sphère privée. Soyons bien clairs, les deux sont nécessaires. Placer cette question au cœur de notre débat répond, et cela a été dit avant moi, à de nombreuses interrogations soulevées lors du grand débat, ainsi qu'à la nécessité de disposer d'une architecture solide pour assurer la cohésion de notre pays, c'est-à-dire un État fort. Un État fort est un État protecteur qui exerce pleinement ses missions régaliennes. Un État fort est un État solidaire qui assure la redistribution entre tous ses citoyens et entre tous ses territoires. Un État fort est un État stratège qui se donne les moyens de répondre aux défis du présent et qui anticipe les mutations à venir. Enfin, un État fort est un État décentralisé qui garantit les expressions démocratiques et les initiatives locales. Or, Monsieur le Ministre, nous considérons que les politiques mises en œuvre depuis 2 ans sont en train de fragiliser cet État fort. Et pour illustrer cela, je reprendrai quelques exemples. Tout d'abord, un État fort a le souci de tous ses territoires. Or, quand on y regarde de plus près, les projets de loi que vous avez présentés depuis 2 ans ont tendance à oublier les Outre-mer. Nous le dénonçons. Alors, vous allez peut-être estimer que c'est une démarche partisane, mais il se trouve que la Cour des comptes, qui a d'habitude de proposer de réduire les dépenses publiques, elle aussi s'en inquiète. Et là, ça devrait vous alerter, parce que ce ne sont pas que les députés socialistes et apparentés qui le disent, c'est aussi la Cour des comptes. Ainsi, en 2018, votre gouvernement a réduit de 177 millions d'euros les crédits affectés aux Outre-mer par rapport à ce qui a été voté. La Cour des comptes, et je la cite, qualifie cette sous-consommation budgétaire d'inédite. Alors bien sûr, parmi ces suppressions et ces coupes de crédits, il y a la suppression des APL accession qui a participé, et là aussi je cite la Cour des comptes, au brutal coup d'arrêt de la production de logements en Outre-mer, qui est passé de 476 logements en 2017, avec cette aide à l'accession à la propriété, à 94 en 2018. La suppression de cette aide a également conduit à un effondrement des aides à l'amélioration de l'habitat privé en Guadeloupe et à La Réunion. Deuxième illustration, un État fort est un État capable de défendre ses intérêts, et ça a été dit précédemment par François Ruffin tout à l'heure. Ses intérêts, car les intérêts de l'État, ce sont ceux de tous les Français. Or là aussi, l'année 2018 a été marquée par un recul, faute d'une expertise juridique suffisante en matière d'impôt sur les sociétés. L'État a dû laisser filer, pardonnez-moi pour l'expression, 2,5 milliards d'euros en 2018, ce qui représente quand même le tiers du budget du ministère de la Justice. Là aussi, quand ce montant a été évoqué en commission des finances, je crois que ça a suscité un certain émoi auprès de nos collègues, y compris ceux de la majorité. Un État fort est celui qui a une ambition pour la culture. Et moi, je vais vous citer François Mitterrand lors de l'inauguration de la pyramide du Louvre. « Je suis de ceux qui croient profondément qu'une politique culturelle est à la base de toute autre politique, qu'il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir, mieux avoir l'ambition de son avenir. » Là aussi, les constats que nous observons sur la base des documents budgétaires que vous nous avez remis portent un certain nombre de constats pour l'année 2018. Premier constat, est-ce que les salles des musées de notre pays, les musées notamment qui sont gérés par l'État, ont un taux d'ouverture suffisant? Eh bien, en 2018, il continue de baisser par rapport à 2017. Ça, c'est l'indicateur 2.1 du programme 175. Vous pourrez aller vérifier. Pour le spectacle vivant, qui se produit dans des lieux subventionnés par l'État,
il y a eu 500 000 spectateurs de moins en 2018 par rapport à 2017 et 500 000 de moins par rapport à l'objectif que vous aviez fixé. Dernier exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, pour les arts plastiques, la part des crédits pour acquérir des œuvres ou de commandes versées directement à des artistes dans les budgets des FRAC a baissé par rapport à 2016 et 2017. Elle est par exemple de 6% en 2018 contre 9% en 2012. Quatrième exemple, un État fort est celui qui ne laisse personne au bord de la route en matière d'emploi, que la personne ait une qualification ou qu'elle n'en ait pas. Alors je sais que nous avons une divergence avec vous sur les emplois aidés. Le nombre de ces emplois aidés en termes de création est passé de 460 000 en 2016 à 128 000 PEC en 2018 et 100 000 prévus en 2019. Vous en conviendrez quand même que cette baisse est vertigineuse. De plus, les emplois aidés nouvelle mouture, ceux qui s'appellent les PEC, parcours emploi compétences, qui sont supposés révolutionner les emplois aidés, n'ont rien révolutionné du tout, puisque pour 2018, vous aviez fixé un objectif de 200 000 créations, et résultat des courses, là aussi c'est dans la loi de règlement, au lieu des 200 000 créations de PEC, nous avons eu 128 000 créations, tout simplement parce que c'est trop compliqué. En supprimant ces contrats aidés, au prétexte qu'ils seraient de faux emplois, vous avez, et le gouvernement en a fait de vrais chômeurs. Enfin, cinquième exemple, un État qui reste trop spectateur face à la situation des urgences. Alors j'ai entendu ce qu'ont dit un certain nombre de mes collègues avant moi. Ces difficultés ne sont pas nouvelles et personne ne le niera. En l'espace de 25 ans, le nombre de passages aux urgences a triplé puisqu'il est passé de 7 millions en 1990 à 21 millions en 2016, selon les derniers chiffres de la Cour des comptes qui ont été publiés dans son rapport public annuel. Nous serons tous d'accord pour reconnaître que cette évolution ne peut s'expliquer par la seule augmentation de la population française, qui a progressé de 15% sur la même période, pas plus que par son vieillissement. D'autres phénomènes interviennent qui sont, comme l'écrit à nouveau la Cour des comptes, trop peu analysés, notamment elle l'a écrit dans le cadre de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Là aussi, sur la Cour des comptes, si elle révèle qu'il y a eu un effort certain qui a été fait au cours du dernier quinquennat pour mieux analyser les raisons qui conduisent à une explosion du nombre de passages et que des efforts ont été entrepris pour avoir une meilleure organisation, la Cour des comptes, et je le répète, pour lire un certain nombre de ses rapports, elle souhaite en général baisser les dépenses publiques. Donc là encore, quand elle écrit qu'il faut augmenter de 20% en équivalent temps plein le nombre de médecins urgentistes, je crois que c'est suffisamment rare de la part de la Cour des comptes pour que ça soit suivi immédiatement. Et ça, c'est nouveau. Elle ne l'écrivait pas dans ses précédents rapports. Donc ce phénomène-là devrait être, à mon avis, pris en compte de manière extrêmement sérieuse par le gouvernement, ce qui, quand on le traduit en euros sonnants et trébuchants, conduit à une augmentation de 500 millions d'euros. Enfin, un État qui est contraint de revoir à la baisse les missions de ses administrations. Alors, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, celui des douanes, tout simplement parce que j'ai pu y effectuer une visite à Saint-Malo, ce qui n'est pas dans ma circonscription, il y a 2 mois. Les douanes comptent 17 000 agents qui exercent de très nombreuses missions, plus de 400 aujourd'hui, dans des domaines très variés comme le soutien à la compétitivité économique de nos entreprises, la protection et la lutte contre la fraude ou encore la perception des taxes douanières. Ce sont des missions essentielles. Et plus peut-être encore qu'aucune autre administration, la douane française et ses douaniers doivent et savoir s'adapter à la conjoncture. Il y a eu le cas des risques terroristes, les bouleversements dans les échanges commerciaux, les crises sanitaires qui peuvent survenir et évidemment le Brexit qui se profile devant nous. Les résultats montrent que la douane française a su se moderniser. Ainsi, en 2004, dans le cadre du dédouanement, le délai moyen d'immobilisation des marchandises était de 13 minutes. Il est aujourd'hui d'autour de 2 minutes. Le taux de satisfaction des usagers est de 85%. Enfin, pour 100 € de taxes douanières collectées, le coût de perception n'est que de 39 centimes, ce qui est un des plus faibles au monde. Selon le rapport annuel de performance 2018, l'administration de la douane a atteint et dépassé 8 de ses 12 objectifs. Pour autant, certaines des missions de la douane sont régulièrement remises en cause, soit parce que les moyens sont revus à la baisse, soit parce qu'elles sont externalisées.
Dans certaines régions, les missions relatives aux points de passage frontières ont pris le pas sur d'autres missions qui font le cœur du métier du douanier, faute d'effectifs suffisants. Ces restrictions, qui sont combinées à la concurrence, finissent par menacer aujourd'hui même la compétitivité de nos entreprises. Je ne reviendrai pas sur le Brexit qui fait l'objet aussi de créations de postes, mais des créations de postes en nombre inférieur, par exemple, à ce qui est envisagé pour les Pays-Bas. Lors de sa seconde déclaration de politique générale, le Premier ministre a déclaré, je le cite, que l'État qui devrait raisonner en stratège pour le long terme s'est trop souvent englué dans le court terme. Monsieur le ministre, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Ceci suppose, à mes yeux, de corriger la politique que vous mettez en œuvre depuis 2 ans. Merci, cher collègue. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je vous informe que sur le vote de la proposition de résolution, je suis saisi par le groupe des socialistes et apparentés d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et la parole